l'université du Dahomey, il faut aller la chercher à Dakar. En 1950, beaucoup de Dahoméens, c'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque, y compris même les ressortissants d'autres pays de l'Afrique occidentale française, après le bac, allaient continuer leur cursus à ce qu'on appelait à l'époque l'Institut des hautes études de Dakar, qui est devenu en 1959 l'Université de Dakar. Pour faire court, le premier embryon de l'université, c'est ce qu'on a appelé la prépédeutique littéraire, en 1962. Nous sommes ici à Porto Novo, en face du bâtiment qui a abrité l'ancienne propédeutique lettres du Centre d'enseignement supérieur du Bénin, CES, à partir de novembre 1962. Il est situé le long du boulevard lagunaire de Porto Novo, qui est derrière nous. Par la suite, quand le Bénin et le Togo ont décidé de créer en 1965 l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin, IESB, la section littéraire a été délocalisée à Lomé, au lycée de Tokoin, et la section scientifique au lycée Victor Ballot, devenu lycée Béanzin de Porto Novo. Les étudiants qui finissaient leurs études à l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin les poursuivaient à Paris et à Dakar, et plus tard à Abidjan. Nous avons joué un important rôle dans la consolidation de l'Université de Dakar, tant en ce qui concerne les enseignants que les étudiants. Puisque du point de vue des effectifs de l'Université de Dakar jusqu'en 1968, les étudiants béninois venaient en deuxième position après les Sénégalais. C'est le coup d'État contre le Kwame Nkrumah en 1966, au cours duquel l'association des étudiants africains à Dakar, qui s'appelait l'Union des étudiants l'UED, a manifesté violemment contre ce coup d'État, et cela a débouché sur la fermeture de l'Université de Dakar pendant plusieurs années. La plupart des étudiants étrangers étaient renvoyés chez eux. Plus tard, en 1968-69, suite au mouvement de mai en Europe, en France, les étudiants dahoméens ont été encore rapatriés, non seulement de Dakar, mais cette fois-ci aussi d'Abidjan. Ces différents événements ont conduit à la mobilisation de l'Union générale des étudiants du Dahomey, UGED, pour exiger la création sur place d'une université. Le Dahomey d'alors voulait son université propre, et puis les politiques de ce moment-là avaient voulu installer un embryon d'université au sein du lycée Béanzin. Et les vestiges sont toujours là aujourd'hui. Vous allez voir ce que nous appelions la Maison Blanche à l'époque. C'est une maison à 3 niveaux là. Et cela, c'était la Maison Blanche. Et c'est ça que les gens voudraient mettre comme embryon d'université. Et je me rappelle bien que sous la direction de l'UGED et des élèves du lycée Béanzin, il y avait une grève qui disait non à l'implantation de l'université au sein du lycée Béanzin. Il faut dire que ce truc a contrebalancé un autre plan de l'UNESCO ou des Américains qui voulaient nous construire une université dans les faubourgs de Ouando à Porto Novo. Finalement, ce n'est pas Porto Novo parce que, pour des raisons politiques, pour ne pas installer l'université à Porto Novo, pour que Apiti s'en serve comme un objet politique, on a déplacé l'université de Porto Novo à Abomey-Cadavi. Et au départ, la population d'Abomey-Cadavi avait donné un site, tenez-vous bien, de 600 hectares. Ainsi, le 6 novembre 1970, la première pierre de l'université du Dahomey a été posée
à Abomey-Calavi. Son premier recteur a été nommé en la personne du professeur Edouard Adjanon. Les bases de l'enseignement supérieur sont ainsi posées avec la création de la première université publique du Dahomey. Au cours de son histoire, elle a connu plusieurs changements avec une influence certaine de la vie politique et sociale du pays. Mais alors que nous étions en pleine période révolutionnaire, l'université du Dahomey, créée en 1970, est devenue Université nationale du Bénin en 1975. Plus tard, en 2001, elle sera connue sous le nom de l'Université d'Abomey-Calavi avec la création d'une seconde université publique, celle de Parakou. Comment est née l'Université de Parakou? Lorsque le président Kérékou faisait sa campagne, c'est en ce moment qu'on a parlé de la création d'une université à Parakou. C'est effectivement un bébé par rapport à l'Université nationale du Bénin. Et c'est d'ailleurs pourquoi très tôt, une bonne relation est tissée pour bénéficier de l'expérience de la grande université qui est devenue l'Université d'Abomey-Calavi. Tous les cadres dirigeants de l'Université de Parakou sont venus de l'Université d'Abomey-Calavi. Le premier recteur, le professeur Michel Bocor, le premier vice-recteur, Madame Thomas Agnès. La création de l'université de Parakou n'a pour autant pas permis de résoudre le problème des grands effectifs à l'université d'Abomey-Calavi. À partir de 2006, le gouvernement béninois a décidé de la création des centres universitaires un peu partout sur le territoire national. C'est le gouvernement qui, selon sa politique, sa vision, crée les centres universitaires. Ce n'est pas une mauvaise politique en soi, mais on ne crée pas une université comme on crée un cours primaire. Pour créer une université, il faut s'assurer qu'on a les ressources humaines, qu'on a un minimum de réseau d'enseignants, même si on n'a pas tout sur place, qu'on a le budget pour inviter les pairs à venir assurer la formation et la compétence qui est désirée. Les gens de 2016 sont arrivés, ils ont fractionné les universités, ils en ont supprimé. Et l'aspect thématique des universités est parti, on ne le voit pas. On me dira aujourd'hui qu'à Abomey, il y a eu une école et autres là. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça. Si ça peut être le démarrage pour donner un cachet et permettre que les universités conduisent au développement industriel et économique du pays, tant mieux. Par ailleurs, à sa création, l'une des missions principales assignées à l'université du Dahomey, devenue aujourd'hui Université d'Abomey-Calavi, au-delà de former des cadres au profit de l'administration publique et privée, elle a été investie du rôle de participer au développement économique du Bénin, toute chose qui passe par la recherche scientifique. De 1970 à 2020, l'Université d'Abomey-Calavi, à travers le développement de ses enseignants-chercheurs, a accumulé un grand nombre d'inventions, d'innovations et de découvertes. Il faut juste faire un tour dans nos différents laboratoires pour s'en convaincre. Je suis le directeur du laboratoire de microbiologie et de technologies alimentaires. Nous faisons le contrôle de la qualité des aliments. Et nous avons également un deuxième volet, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles locaux, c'est-à-dire transformer la mangue en jus de mangue, transformer l'ananas en ananas séché et en jus d'ananas, faire ce que nous appelons la purée de tomates sans additifs, faire de la tomate séchée. Nous avons comme innovation la fabrication de couscous à base de maïs. Donc ça, c'est des éléments qui nous permettent de répondre aux besoins alimentaires de la population. Alors, si vous fabriquez, il faut que vous soyez capable de contrôler. Voilà pourquoi le laboratoire non seulement fait de la transformation agroalimentaire, mais fait également du contrôle de qualité des aliments, afin de nous assurer que les produits fabriqués qui sont mis à la disposition de la population respectent les normes agroalimentaires. Le laboratoire des sciences des aliments est spécialisé dans la valorisation des produits alimentaires locaux. Dans une première étape, nous avons développé par exemple le produit que vous connaissez désormais, Akloui. Vous savez que c'est un produit qui est difficile à préparer.
mais qui est vendu en milieu urbain comme en milieu rural. Nous avons développé un type de cube qui est un cube qu'on peut utiliser, un cube à base de magie, donc à base de poisson, pour permettre à la plus grande partie de la population qui ne sait pas faire du langouin de pouvoir avoir de langouin disponible de très bonne qualité, du langouin sain. Un autre produit que vous pouvez avoir, par exemple, ici c'est le goé. Ce produit-là, nous l'avons mis sous la forme d'une farine séchée qu'on peut reconstituer très facilement en moins de 5 minutes. En dehors de ces produits de convenance, à partir des produits végétaux du territoire national, nous avons développé des emballages plastiques qui sont complètement biodégradables. Ici, c'est du papier qui est fait à partir du chien-dent. Désormais, nous pouvons le faire et nous sommes en relation avec les fabricants locaux qui sont très contents de pouvoir faire eux-mêmes l'emballage sur le territoire, de faire des papiers sur le territoire national. Et nous avons déjà eu un brevet sur Aklui, nous avons un deuxième brevet sur le langouin, un troisième brevet sur le goé. Vous êtes ici au laboratoire d'hydrobiologie et d'aquaculture au niveau de la station de ce laboratoire-là, qui s'occupe de l'aspect hydrobiologique, c'est-à-dire que l'étude en milieu naturel sur les espèces aquatiques, et du deuxième aspect qui s'occupe de l'acclimatation des espèces en conditions contrôlées, où nous faisons de la recherche dans les deux, pour permettre une bonne production à des techniques qui permettent de produire suffisamment pour les producteurs. Nous sommes ici au laboratoire de biologie et physiologie cellulaire immunologie. La thématique du laboratoire est axée sur l'immunologie des maladies métaboliques et infectieuses. Et dans ce cadre, nous essayons d'élucider les interactions entre certains nutriments de chez nous, les huiles de poisson et les antioxydants et certaines plantes médicinales de chez nous sur le fonctionnement du système immunitaire dans le cadre de certaines pathologies telles que le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel et le cancer et l'obésité aussi. Et sur le plan de l'immunologie, de la virologie, des maladies infectieuses en général, nous avons des compétences dans le diagnostic du VIH-Sida, par exemple, et dans l'étude de la résistance du VIH aux antirétroviraux et aussi dans le diagnostic moléculaire par PCR de Covid-19. Vous êtes ici dans le laboratoire de génétique moléculaire et d'analyse des génomes, un labo qui est spécialisé dans l'application des tests d'ADN. Vous avez par exemple un enfant dont vous doutez de la paternité. Vous venez nous voir, ça va être réglé. Et celui qui a vraiment été à la base de cet enfant-là, on va vous le dire, concrètement à 99,99%. Ici, nous sommes au laboratoire central des biotechnologies végétales et d'amélioration des plantes. Depuis sa création, le laboratoire central des biotechnologies végétales et d'amélioration des plantes a travaillé sur bon nombre de cultures, principalement les plantes à racines et tubercules, dont les ignames, et le manioc, le taro, la patate douce. Et là, aujourd'hui, l'une des grandes activités du laboratoire, c'est la production donc, des semences d'ananas à travers donc, des vitroplants d'ananas. Nous sommes ici au laboratoire des ressources génétiques et d'amélioration moléculaire des espèces. Les cultures les plus importantes sur lesquelles nous avons travaillé, ça concerne premièrement le pois d'Angole, qui est une légumineuse utilisée dans les familles traditionnelles au Bénin. Nous avons aussi travaillé sur des cultures de rente, comme le riz, en ce qui concerne deux aspects essentiels, la tolérance à la sécheresse et la qualité du riz. Comme autre culture qui est très importante pour le gouvernement, nous sommes investis aussi dans l'amélioration génétique des anacardiers du Bénin.
Ici, c'est l'unité de recherche sur les maladies transmissibles de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Dans le cadre de nos activités de recherche, nous avons mis au point un produit pour lutter contre les tiques du bétail. Donc ce produit, c'est un prototype que nous avons pour le moment, que nous avons dénommé Kotileki. Donc nous allons par la suite développer pour permettre aux éleveurs d'avoir un produit efficace pour combattre les tiques du bétail. Ici, c'est le laboratoire de biochimie et substances naturelles bioactives qui a pour mission la valorisation de la biodiversité végétale, mais également des formulations thérapeutiques, des savoirs et savoir-faire endogènes. Dans le cadre de la COVID-19, notre laboratoire s'est engagé également dans la formulation de produits de santé à base de plantes médicinales. Ainsi, notre laboratoire a mis au point un produit que nous avons appelé Bifonvirine, un produit qui a également une forte propriété antioxydante, et nous attendons avec nos collaborations extérieures l'évaluation du produit sur le SARS-CoV-2. Nous sommes à l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, URMAFA, de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Nous essayons de mettre au point des produits directement consommables par la population. Et je m'en vais vous présenter ce produit qui est un biopesticide que nous avons conçu à l'aide d'une bactérie qui se retrouve naturellement dans nos sols et qui a la propriété de libérer des cristaux toxiques pour les larves de moustiques. Nous sommes ici au niveau de la section pharmacologie de l'URMAFA. Nous travaillons ici pour la valorisation des plantes médicinales, notamment leur transformation en des phytomédicaments améliorés. Nous partons donc des plantes médicinales. Nous faisons des extraits et ces extraits-là subissent des tests. Nous avons pu ainsi mettre au point 3 médicaments traditionnels améliorés. 2 à usage humain, notamment Salm MTA sous forme de thé. Donc c'est sous forme de thé. Également Salm MTA sous forme de comprimé. Et ces 2 phytomédicaments sont utilisés pour le traitement des affections gastro-intestinales au niveau des hommes. Nous avons un 3e phytomédicament, c'est Salm MTA sous forme de poudre, qui est utilisé pour le traitement des animaux, le traitement des salmonelloses mineures chez les animaux. En dehors de la recherche, l'URMAFA intervient également au niveau de la formation à travers la mise en place d'un MOOC que nous avons appelé MOOC Microbe et qui, par ces temps de Covid-19, permet véritablement aux étudiants d'avoir accès à des notions théoriques, mais surtout pratiques. Et nous avons tenu à faire ce MOOC-là pour désengorger un peu le contact massif des étudiants avec les enseignants. Et l'application existe sous Android et également sur la plateforme e-learning de l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes au laboratoire de physique du rayonnement du département de physique. Parmi nos réalisations, nous avons mis en place un système de gestion intelligente de l'énergie dans un bâtiment. Et ça se contrôle de loin avec votre ordinateur, avec votre portable, où vous pouvez de loin éteindre vos lumières, éteindre vos ventilos si en temps vous l'avez oublié que vous êtes très loin de votre bâtiment. Dans nos réalisations, un système de désinfection automatique où vous pouvez vous prendre votre température, mais également vous rentrez dans la cabine et vous pouvez vous désinfecter avec de l'eau électrisée. Nous avions, pendant Covid-19, réalisé beaucoup de matériel de lavage de mains automatique avec un système géré par l'énergie solaire. Nous produisons du biogaz à base de bouse de vache, à base de la jassette d'eau, à base de tout matériau
organique. Nous avions fabriqué un système pour gérer un groupe électrogène avec du gaz directement. Et on a constaté que le gaz est vachement moins cher que l'utilisation du carburant normal. Nous avons également mis en place un four de production du bio-charbon. Le biocharbon, c'est le charbon à base de déchets et qui peuvent nous permettre de gagner en termes de gestion des ressources forestières. Le laboratoire d'écologie appliquée, c'est un laboratoire qui s'occupe de toutes les questions de conservation de ressources naturelles. Notre premier grand pan de recherche avait été consacré à l'écologie des plantes, avec un très grand projet dont toute l'université a pu bénéficier. C'est le projet Flore du Bénin, dont j'ai été le promoteur et qui a contribué à avoir une bonne documentation qu'on appelle la flore, qui fait le recueil de toutes les plantes, les 2811 plantes jusque-là répertoriées, mais bien d'autres aussi qui viendront s'y ajouter pour l'ensemble de notre territoire. Nous sommes ici au laboratoire de biologie et de pharmacologie et microbiologie, créé en 2009. Actuellement, il y a une certaine dose d'engrais chimiques que les paysans utilisent et, vous savez, ça entraîne la pollution des nappes phréatiques. Un des axes de recherche de ce laboratoire, c'est l'utilisation des micro-organismes du sol pour faire des bioengrais. On n'a pas trop de financement direct de l'État, donc c'est sur les appels à projets que nous postulons. Et il y a environ une dizaine d'années, nous avons postulé à un appel à projet financé par MIRAB à travers la Banque mondiale et notre projet a été retenu. Ils ont trouvé ça intéressant et depuis une dizaine d'années, ils nous accompagnent cette voie et je tiens à dire que la collaboration avec MIRAB est très intéressante parce que bientôt, nous pouvons obtenir des bioengrais brevetés et commercialisés. Au niveau des universités, nous devrions créer. Nous ne devrions pas reprendre la roue. Et pour éviter de recréer la roue, vous êtes obligé d'être informé de tout ce que les autres font pour savoir comment rendre vos recherches originales. D'où l'impérieuse nécessité d'aller en réseau, d'aller en coopération. Et ce n'est pas pour rien. L'ambition que nous avons eue en prenant la tête de cette université, c'est de faire en sorte qu'on développe davantage ce que les prédécesseurs ont eu à faire. La coopération a beaucoup joué. Mais le vrai problème, c'est celui de nos colonisateurs. C'est une épine que nous avons dans notre pied. Ils n'ont pas voulu, sinon les Canadiens étaient prêts à tout faire. Ils n'ont pas voulu et ils ne nous ont concédé que la partie CPU. Je ne peux pas dire que la France ait joué quelque rôle que ce soit. D'abord, l'université telle qu'elle est, si c'est la France qui l'a construite, qui en a émis l'idée, elle est très mal construite. Les Canadiens étaient arrivés avec cette vision que c'est l'éducation qui rend le monde meilleur. À terme, il fallait que nos centres, nos collèges polytechniques soient à même, que nos étudiants soient à même de construire des moteurs, de construire des véhicules. Donc, le Canada était très ambitieux pour l'Afrique. Malheureusement, le développement du Collège polytechnique universitaire, CPU, fleuron de la coopération canadienne, devenu École polytechnique d'Abomey-Calavi, EPAC, a très tôt souffert du départ des bailleurs de fonds. D'autres projets de coopération vont parallèlement voir le jour, notamment avec le Nigeria, à travers la faculté des sciences agronomiques de l'UAC et l'université d'Ibadan. Cette coopération interuniversitaire va même plus tard permettre au Bénin d'abriter une sous-station de l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA. L'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, comment c'est arrivé au Bénin? C'est le doyen Fakambi, qui était doyen de la faculté des sciences agronomiques, qui a négocié
avec la faculté d'agronomie d'Ibadan, que les étudiants du second cycle de la FAS puissent aller terminer leurs études là-bas. Je n'ai pas seulement négocié la prise en charge de mes étudiants en agronomie par la Fondation Ford et Rockefeller, mais j'ai mis une conditionnalité qui a été acceptée. C'est-à-dire, après la formation, ils avaient directement tous une bourse de PhD pour aller aux États-Unis. Donc, c'est ceux-là qui ont formé la première troupe des enseignants du supérieur en agronomie. Ça, c'est un. Deux, j'ai établi une relation, disons, interuniversitaire avec les Pays-Bas, la Belgique et la France. La coopération française devait nous assurer des doctorats en alternance et les Pays-Bas nous ont aidés pour mettre en place le département de nutrition et le département d'économie. Et la coopération belge nous a aidés pour mettre le département de protection de l'environnement. L'université d'Abomey-Calavi a bénéficié d'importants appuis de la part de la Belgique. C'est dans ce cadre qu'il y a eu 10 licences que nous appelons prioritaires qui ont été créées et soutenues dans les facultés, dans 3 facultés particulièrement. Il y a également des masters qui ont été créés dans des domaines de pointe comme l'énergie renouvelable, et comme les normes et contrôles de qualité des produits agroalimentaires. Il y a tout un ensemble d'appuis tels que le soutien à la pédagogie, le soutien à la formulation des offres de formation, le soutien à l'informatisation, même des équipements, les équipements de laboratoire, et avec évidemment l'appui au niveau des bibliothécaires également. Nous avons également des établissements qui ont été créés. C'est le cas de l'Institut de formation et de recherche en informatique, qui a été le fruit de la coopération avec la Belgique. Dans le cadre du partenariat interuniversitaire avec la Belgique, nous avons bénéficié également du développement de la plateforme Okapi, qui permet d'une manière générale de gérer la scolarité des étudiants, en particulier les inscriptions en ligne. Les accords interuniversitaires, c'est au niveau de toutes les entités. Les États-Unis aussi ont financé. Il y a aussi la Libye. D'abord, il y a l'ILACI, l'Institut de langue arabe. C'est l'État libyen qui a construit. Mais c'est l'appel à l'islam, sous mon impulsion, qui a équipé. C'est pareil pour les accords de coopération avec d'autres pays comme la Turquie, la Russie, la Chine, avec l'Institut Confucius, et les institutions comme l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union africaine et également l'IAD, l'Institut de recherche pour le développement, qui favorise la mobilité de nos enseignants et étudiants. Et ça fait partie de notre métier donc d'accompagner nos partenaires du Sud à développer des savoir-faire et des compétences techniques sur ces thématiques. Ça nous permet aussi d'avoir accès à des questionnements, puisque l'IRD est spécialiste du développement essentiellement tropical. Ça nous permet d'avoir accès à des questionnements et des terrains qui sont étrangers à la France. Il faut retenir que l'ensemble de ces accords de coopération a permis à l'université d'Abomey-Calavi d'accomplir en un demi-siècle sa mission d'enseignement et de recherche. Et de grandes personnalités sont sorties de cette université. L'université a fabriqué des diplômés, l'université fabrique des gens de haut niveau. Mais je dois avouer que ce qui nous manque souvent, c'est que nous ne faisons pas le suivi. Nous n'assurons pas les services après-vente. C'est sûr qu'il y a des gens très brillants qui ont fait beaucoup de choses.
mais que nous ignorons parce que nous n'avons pas gardé les liens avec eux. C'est ça le problème de l'université. Cela n'entache pas la mission assignée à l'université dès le départ, celle de former des agents pour le fonctionnement de l'administration publique et privée. Je suis cardiologue, spécialiste en cardiologie pédiatrique interventionnelle. J'ai fait toute ma formation dans cette université. Je suis un pur produit de cette université. Je suis rentré dans l'université en 1993 pour mes études médicales de base à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. J'y suis revenu plus tard pour faire mon cycle de spécialité en maladies du cœur et des vaisseaux. Et je ne suis sorti réellement en termes d'apprentissage que pour faire des stages de perfectionnement dans les autres pays. Donc les compétences que j'ai aujourd'hui, que je mets à la disposition des populations béninoises, sont celles que l'université d'Abomey-Calavi m'a permis d'avoir et j'en suis très fier et mes patients également. Ancienne étudiante de l'ENEAM, ex-INE de l'université d'Abomey-Calavi. J'avoue que nous y avons bénéficié d'une excellente formation. Aujourd'hui, je suis comptable à la société CIDES à Parakou, après être passé par d'autres structures de mon pays, le Bénin. Je crois que l'ENEAM a déjà formé assez de cadres dans ce pays. Dans presque toutes les structures, quand on passe, on rencontre des anciens étudiants de l'ENEAM. Je suis actuellement enseignant de français au CG Okidama, dans la commune de Parakou. Oui, j'ai été formé à l'université d'Abomey-Calavi, et plus précisément au département des lettres modernes, où j'ai reçu une formation de qualité, ce qui nous permet aujourd'hui de rendre service à l'État. Je suis chargé de former les citoyens de demain. Et si je fais bien ma tâche, c'est parce que j'ai reçu un enseignement de qualité. Il y a eu au département des lettres modernes, département réputé dans l'université, où des enseignants chevronnés ont essayé de nous mouler à leur manière. Voilà. On a bu à leur source, voilà, à la source de la science même. Mais au fil des années, j'ai constaté que personnellement, qu'il y a eu des effectifs pléthoriques, quoi. Donc en ce moment, les enseignants n'arrivent pas, je crois, à suivre tout le monde. En 1970, il y avait 350 étudiants. L'effectif des étudiants est passé à 3300 en 1980, à plus de 9000 en 1990. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner des chiffres. C'est faramineux. Aujourd'hui, l'université d'Abomey-Calavi compte plus de 75 000 étudiants régulièrement inscrits et nous avons un véritable problème pour gérer l'effectif pléthorique. Depuis 2010, on a dit que nous sommes dans le système LMD. Quel LMD qu'on peut faire avec des effectifs pléthoriques pour obtenir quel résultat? Comme conséquence, le flux important d'étudiants qui passent chaque année par l'université d'Abomey-Calavi pose le problème de sous-emploi et de chômage massif. Par exemple, sur un échantillon de 100 licenciés qui sortent par an, c'est peut-être 10 à 20% qui arrivent à s'insérer professionnellement. Les 90 autres pourcents peuvent trouver du travail. S'ils n'en trouvent pas, c'est bien qu'il y a des raisons. La première raison, c'est que l'écosystème des entreprises et des industries est très intriqué, quasi inexistant. La deuxième raison, c'est qu'à supposer par exemple qu'un étudiant de la FLAC, de l'EPAC ou de la FSA innove et mette sur le marché un produit, le produit est déloyalement concurrencé par d'autres produits du même type, mais à très bas coût venant de l'étranger. Pour répondre à la question de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, l'UAC a décidé désormais d'élargir ses offres à des curricula innovants qui intègrent la dimension entrepreneuriale. La fondation de l'université d'Abomey-Calavi, créée depuis 2014 après une bonne et longue étude, a permis de démarrer la mise en œuvre du volet insertion professionnelle de l'université. Et il n'y avait pas que la start-up, il y avait aussi le service des volontaires que nous appelions le service de pré-emploi avec le professeur Ogouale. À cela, il faut ajouter le programme de formation de Mastercard. C'est un programme de bourse qui est financé
par la Fondation Mastercard, dont le siège est à Toronto. Il faut avouer que c'est l'une des expériences les plus accomplies que l'université ait connue, parce que ce programme, son intérêt, c'est qu'il accompagne les bacheliers brillants, mais qui sont malheureusement issus de familles démunies. Et grâce à cette bourse, ces bacheliers ont les moyens de suivre une formation sans être préoccupés par les questions de ressources financières. Et ils ont la possibilité de s'inscrire dans un certain nombre de filières porteuses. Et ces filières aujourd'hui sont à la FAST, à IFRI, à la FSA et à l'EPAC. Nous développons un package que nous attribuons à nos boursiers pour qu'ils puissent être des leaders de demain. Ensuite, nous associons une formation à l'entrepreneuriat. J'ai une équipe qui produit de l'engrais bio, de très bonne qualité, et qui vendent alors qu'ils sont encore étudiants. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'associer l'apprentissage académique à l'apprentissage entrepreneurial. Plusieurs parmi eux ont déjà décroché des financements. Le dernier financement, c'est un financement de 16 millions qu'un groupe de 5 à 6 jeunes ont décroché auprès d'une organisation internationale de la place. Pour revenir à la Startup Valley, nos apprenants vont là-bas pour aller acquérir des connaissances additionnelles, pour aller acquérir comment est-ce qu'on monte un plan d'affaires, comment est-ce qu'on développe des capacités de recherche de financement. De 1970 à 2020, l'amélioration progressive des offres de formation à l'université d'Abomey-Calavi, en passant par les recherches scientifiques, fruits de la coopération, ont été également obtenus grâce aux diverses luttes internes, aussi bien des étudiants que des enseignants. Les syndicats des enseignants du supérieur à l'Université nationale du Bénin ont beaucoup fait sur le plan national pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et aussi améliorer la recherche, les cours, etc. au plan national, l'inscription sur les listes d'aptitude du CAMES. Nous avons obtenu un nouveau statut et je pense que cela a été tout de suite relayé et copié par les autres universités de la sous-région. Bien, moi, c'est votre serviteur. J'ai participé à la vie estudiantine. Nous avons créé l'orchestre de l'université. Et les casseurs, c'est devenu casseurs après, mais nous, on n'a rien cassé en ce temps-là. Avis à tous ceux qui pensent que le 11 mai pour une occasion de vélo, les casseurs disent non, non et non. En ce qui concerne la culture ne vieillit jamais. Je suis auteur, compositeur, chanteur. Mes chansons étaient distribuées un peu partout sur les campus. Et puis à la voix de la Révolution, parce que c'était la Révolution aussi. Soweto, Wistines of Barbarie, South Africa. Soweto, 18e, Jumor Sambroise, South Africa. Donc ça fait son chemin. Que de chemin parcouru par l'université. 50 ans après, que retenir à l'heure du bilan? Nous sommes au thème du bilan des 50 ans de notre université. Et ce que je pense en tant qu'enseignant est que l'université d'Abomey-Calavi a beaucoup fait pour le développement de ce pays. Et ça, je le dis en toute humilité. Elle a été très déterminante par sa participation à la consolidation de la démocratie, tant au Bénin qu'en Afrique. Ça, c'est une fierté pour nous. Mais au-delà de ce qu'elle a pu apporter à la nation, l'université en elle-même a beaucoup évolué. Notamment sur le plan des infrastructures et de l'amélioration des formations. Même si l'existant ne suffit pas, sur fonds propres et grâce à nos collaborations avec l'extérieur, les autorités susceptibles ont œuvré pour que nous ayons aujourd'hui des bâtiments, des laboratoires qui ont également permis d'améliorer la qualité de la recherche scientifique. Sans oublier que notre université a donné naissance à d'autres universités comme l'université de Parakou, l'université nationale d'agriculture et l'université d'Abomey. Donc l'IAC est au centre de la formation de milliers d'intellectuels et de cadres.
Il est vrai qu'aujourd'hui, en termes de formation, autrefois l'université avait formé de véritables cadres. Mais aujourd'hui, on peut déjà dire qu'il y a un recul parce que l'enseignement ou la formation qu'on donne aujourd'hui ne répond plus correctement aux réalités actuelles. Nous avions expérimenté la plateforme e-learning qui concerne les cours en ligne l'année dernière. L'idéal, c'est qu'on ait des cours en présentiel parce qu'en présentiel, l'étudiant comprend mieux que de se réfugier derrière un simple téléphone et suivre un enseignement. Aujourd'hui, après 50 ans, il faut préciser qu'à l'université, ce sont les organisations qui sont les porte-voix des étudiants. Inscription pédagogique, ayo! Et quand nous parlons d'université, il y a bien le personnel enseignant, les étudiants, mais aussi le personnel administratif sans lequel l'université ne peut réellement fonctionner. En ce qui concerne le personnel administratif de l'UAC, de 1970 à 2020, les différentes autorités à la tête de l'université d'Abomey-Calavi ont beaucoup contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Cependant, tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous souhaitons que ces conditions soient encore davantage améliorées, notamment les avantages liés à la fonction, la grille salariale et surtout la formation du personnel pour une bonne performance des agents. Comment conférer plus d'autonomie d'idées et d'action à l'université face au pouvoir politique afin de lui permettre de mobiliser les moyens nécessaires à son fonctionnement? Pour conférer davantage d'autonomie à l'université d'Abomey-Calavi, il faut d'abord faire confiance aux universitaires. Et lui faire confiance, c'est déjà lui permettre d'élire ses responsables. C'est un pas important auquel on n'accorde pas l'importance requise. Ce n'est pas une élection comme les autres. Il faut avoir des projets. Il faut soumettre à la communauté tout ce qu'on nourrit comme ambition. Et les gens, en connaissance de cause, peuvent décider de vous faire confiance ou non. Mais dès qu'ils acceptent de vous accompagner, vous avez une obligation de résultat. Et je crois que ces interactions entre les responsables élus et leur base, je crois que c'est quelque chose de déterminant dans le sens de l'autonomisation de notre université pour davantage de progrès. Et cela implique aussi davantage de respect. Il faut respecter l'université. On n'est pas universitaire qui veut. L'université ne peut pas s'aplatir devant le pouvoir politique. Non, c'est nous qui formons ceux qui vous dirigent. Aucun de nous ne devenir quoi que ce soit sans un enseignant. Il doit au moins ce respect-là, que ce soit dans le primaire, que ce soit dans le secondaire, et à plus forte raison, dans le supérieur, puisque nous parlons du supérieur, chacun a le respect naturel qu'il faut observer à l'endroit des professeurs. L'université en tant que le sommet du savoir. L'université d'Abomey-Calavi, au lieu du savoir, a aujourd'hui 50 ans, âge de maturité générationnelle. L'ex-université du Dahomey a apporté sa pierre à la construction de l'édifice national. Mais beaucoup de défis restent encore à relever pour répondre aux normes d'une université du XXIe siècle. Lorsqu'on parle d'université du XXIe siècle, il faut également qu'on puisse dire à quoi cette université du XXIe siècle peut servir en matière d'enseignement, en matière de recherche-développement. Et dans ce cadre, il faut dire que nous avons une mine d'or jamais explorée, qu'est la mine des savoirs endogènes. Une université du XXIe siècle africaine se doit d'aller creuser dans ce savoir pour apporter du neuf. Nous pouvons, nous aussi, sous licence, commencer à fabriquer et commencer à fabriquer nos propres produits à partir des recherches de nos étudiants. Pour rendre cela possible, une université qui veut faire de la recherche et développement doit être autonome du point de vue de l'énergie, de l'équipement des laboratoires, du financement de la collecte de données sur le terrain. Si c'est un partenaire étranger qui finance ce que tu fais, les résultats, ça va partir, qui va les prendre? Ça va aller chez eux.
Et c'est eux, ils viennent avec leurs problèmes que nous essayons de régler avec eux. Donc nous ne réglons pas les problèmes de nos pays. Maintenant, si les politiciens veulent qu'on règle les problèmes de notre pays, mais ils viennent nous voir, ils posent leurs problèmes, ils mettent les financements. Donc, et lorsqu'on met de l'argent dans la recherche, on ne doit pas nécessairement s'attendre à ce que ça donne un résultat tout de suite. La preuve, aujourd'hui, si nous sommes arrivés à fabriquer des OGM, c'est qu'il y avait donc des découvertes qui avaient été faites par-ci, par-là. Et comme le problème s'est posé, on a pris ces résultats-là, qu'on a mis ensemble, et on a commencé donc à régler les problèmes. Donc nous avons donc beaucoup de résultats à l'université, que les gens ne se trompent pas. Et d'ailleurs, quand on dit qu'on ne fait rien à l'université, les autres qui sont dans les autres pays et qui nous utilisent efficacement, ils s'étonnent même de ce que les gens se parlent comme ça. Et quand les gens disent, oui, les enseignants, on ne voit pas ce qu'ils font, ils n'ont qu'à venir voir. Ils n'ont qu'à venir voir les conditions dans lesquelles les étudiants sont aussi. Si dans ces conditions-là, on peut faire une formation de qualité. C'est comme s'il y a des éléphants ou des gens qui rentrent dans une boutique de porcelaine et qui cassent tout. Qui cassent tout. Et c'est curieusement avec des universitaires. Nous avons toujours eu des universitaires comme responsables de l'éducation. Et c'est curieux. Et cette fois-ci, ben là, c'est la débandade. Nous avons beau avoir les meilleurs chercheurs au niveau des universités. S'il n'y a pas un financement massif avec un cahier de charges pour définir et amener les chercheurs à épouser des actes de recherche qui répondent directement aux problèmes de société immédiats, n'auront jamais une connexion entre les universités et les problèmes de société. À propos de la relation entre l'université et le pays, le gouvernement doit prendre en charge. C'est le gouvernement qui doit supporter, qui doit donner la visibilité, qui doit encourager. Je vous dis honnêtement que depuis que cette affaire de Covid-19 a éclaté, qu'est-ce que nous avons proposé comme remède? Agon a proposé quelque chose. Ce que je veux dire en termes clairs, c'est que le gouvernement jette tout son poids derrière ses inventeurs, derrière ses chercheurs pour faire leur promotion et faire la promotion de leurs produits. Il faut reconnaître que l'université, à son niveau, fournit un grand effort à travers la mise en place des fonds compétitifs qui apportent un souffle nouveau à la vie de nos laboratoires. Le programme de fonds compétitifs, c'est un programme qui est établi maintenant au niveau de toute l'université à travers des projets de recherche interfacultaires, interdisciplinaires. Et je pense que les décideurs devraient investir davantage dans la recherche parce que l'université d'Abomey-Calavi a les compétences nécessaires pour contribuer au rayonnement de cette nation. Un pays développé, université développée. Pays développé, ça veut dire simplement suffisamment d'entreprises, suffisamment de sites de stage pour nos apprenants. Si on ne va pas trimballer notre passé dans notre avenir, ça suppose aussi toute une restructuration de la société. Cette restructuration implique qu'on sépare désormais l'université de savoir de l'université technologique sur la base de deux critères depuis le primaire. D'un côté le savoir et de l'autre le savoir-faire. Les écoliers et élèves capables d'abstraction, c'est-à-dire de savoir, arriveront à l'université du savoir pour l'enseignement et la recherche fondamentale. Jusqu'à présent, les meilleurs de ce système ne vont pas à l'université du savoir, mais sont envoyés pour 3 ans dans les écoles. C'est un très gros gâchis. Les autres, c'est-à-dire les 3/4 de l'effectif total, par exemple, qui sont plus à l'aise dans la pratique, c'est-à-dire le savoir-faire, iront à l'apprentissage et à l'université technologique pour l'enseignement et la recherche appliquée et l'industrie, avec 3 niveaux de tri. Le premier tri a lieu à la fin du CM2, le deuxième tri a lieu à la fin de la 3e et le 3e tri a lieu à la fin de la terminale. C'est d'ailleurs ce qui a permis à l'Allemagne de se hisser au rang de puissance industrielle. Donc on doit nécessairement entrer en négociation avec l'État pour que l'État crée des institutions universitaires intermédiaires, qui sont les instituts techniques, pour que tout le monde ne soit pas obligé d'aller à l'université, qui est au sommet.
au sommet de la connaissance. Parce que l'avenir n'est pas dans 100 000 effectifs d'étudiants pour un seul campus. L'avenir, c'est de bien centrer la formation universitaire sur des priorités nationales qui vont vers le sens du développement et lequel développement doit faire de ces pays un pays particulier par rapport à l'ensemble des 15 États de la CEDEAO.